et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui nous allons terminer notre série sur les modos et je vais vous parler enfin des modos épistémiques. Alors tout d'abord, et bien évidemment comme à chaque début de vidéo, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir mes 4 premiers épisodes de mes vidéos sur les modos, où vous apprendrez tout ce qui concerne les modos radicaux. Mais aujourd'hui, nous allons parler des modos, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo. Si vous voulez revoir juste l'intro, je vous invite à aller voir le tout premier épisode qui vous permettra de recontextualiser un petit peu la différence entre radicaux et épistémiques. Mais pour vous rappeler rapidement, vous avez les modos radicaux et les modos épistémiques. Radicaux, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les 4 premiers épisodes. Et les modos épistémiques, c'est les modos qui vont vous servir à parler de la probabilité d'un événement. Donc le fonctionnement n'est pas le même. C'est-à-dire que vous allez retrouver des modos que vous avez déjà vus dans les autres vidéos, mais cette fois-ci dans d'autres contextes pour parler de choses différentes. Ce qui concerne principalement les modos épistémiques, c'est le degré de certitude. Donc les modos épistémiques, comme je vous l'ai dit, servent à parler de la probabilité d'un événement, que ce soit dans le présent et même parfois dans le futur. En fait, il faut essayer de voir ces modos comme une échelle en fait, où plus on grimpe et plus on est sûr de l'événement. C'est-à-dire que tout en bas c'est impossible, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, et plus vous montez sur cette échelle, et plus vous allez aller vers un degré de probabilité très très fort, donc un événement qui vous êtes quasi sûr va arriver ou est en train d'arriver. Vous pouvez voir ça aussi avec les pourcentages, c'est-à-dire que si jamais l'image de l'échelle, vous avez du mal à la mémoriser, alors vous pouvez très bien donner des pourcentages approximatifs évidemment à vos modos. Par exemple, pour ce qui est impossible, vous pouvez mettre 0%, et puis vous pouvez mettre 20%, 40%, 60%, etc. etc. Après, il n'y a pas 10 000 modos. En fait, quand un énonciateur va utiliser des modos à fonctionnement épistémique, tout simplement, pour lui, ça va être un travail de déduction, c'est-à-dire que selon les éléments qu'il a en sa possession, il va utiliser tel ou tel modo. C'est vraiment pas comme les modos radicaux où là, on parle de choses vraiment très concrètes, de capacités, d'obligations, d'autorisation, comme on a vu précédemment dans les autres vidéos. Là, il s'agit vraiment de quelque chose qui n'est pas sûr, même pour le modo le plus fort, qui sert à parler d'une très forte probabilité, on n'est jamais sûr à 100%. Autant on peut dire que quelque chose est impossible, autant pour la probabilité très forte, même si on est, on va dire, à 95% d'être sûr et certain que c'est en train d'arriver, ou ça va arriver, ou c'est arrivé, bien évidemment, il n'y a jamais 100% sûr. Et d'ailleurs, ça peut peut-être vous rappeler la vidéo sur le futur, parce que je vous rappelle que pour exprimer le futur, on se sert aussi d'un modal qui est will. Et pourquoi on se sert d'un modal? Parce qu'en anglais, le futur, ce n'est pas un temps, c'est une projection, quelque chose qui peut arriver, même si des fois on en est quasi sûr, ça va arriver, c'est voilà. Pour le futur, c'est quelque chose d'incertain, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment si ça va arriver ou pas. Donc c'est pour ça qu'en anglais, ce n'est pas du tout considéré comme un temps, vous n'avez pas des terminaisons précises comme avec le prétérit ou le présent ou le BNG ou l'aspect, ce genre de choses. Vous avez vraiment plusieurs façons de l'exprimer, avec la modalité notamment. Donc du coup, pour vous parler de cette échelle et de voir la graduation entre les modos, je vais partir du plus faible, donc de la probabilité la plus faible, donc qui est impossible, jusqu'à la plus forte. Donc la première, pour parler de quelque chose qui est vraiment impossible, on va utiliser can't si vous parlez en anglais américain ou can't si vous parlez en anglais britannique. Quand vous utilisez celui-là, évidemment, il a la même signification que celui qu'on a vu par exemple dans la vidéo précédente sur l'autorisation, mais ici on va s'en servir pour vraiment signifier que quelque chose ne peut pas arriver, que c'est impossible. Par exemple, vous pouvez très bien dire à quelqu'un « It can't be true » ou « It can be true ». Si vous dites ça à quelqu'un, c'est que pour vous, ce n'est pas possible que ce que la personne vous dit est vrai. Juste un petit peu au-dessus, vous avez le « couldn't ». « Couldn't », c'est le prétérit de can, et on sait très bien que souvent le prétérit, quand c'est dans un contexte présent justement, va permettre d'atténuer la valeur de base en fait du verbe ou du modal ou de l'auxiliaire. Donc là en l'occurrence, ça sera pas impossible avec le couldn't, mais ça sera plutôt difficilement imaginable. C'est-à-dire que on va dire qu'avec le can't, vous êtes à 0% et le couldn't, vous êtes plutôt à 20-30%. Vous y croyez très très faiblement quoi. Donc vous pourrez très bien dire, en reprenant toujours la même phrase, it couldn't be true. Juste après le couldn't, vous avez le could, la forme affirmative de ce qu'on vient de voir. Là, avec le could, forcément, ça sera un peu moins fort, et là, vous commencez à vous dire que c'est possible. C'est pas très très fort, mais c'est une possibilité. On va dire qu'on est à peu près à la moitié. On est à 50%, 60% peut-être même, où on se dit oui, éventuellement, ok, c'est possible. Là, en reprenant toujours le même exemple, vous pouvez très bien dire it could be true. Mais on a toujours une atténuation évidemment parce que c'est la forme prétérit de can, donc forcément, il y a une atténuation. Juste après, on retrouve le might. Alors, il faut savoir quand même quelque chose entre le might et le could, c'est que quand il est à la forme affirmative, leur valeur est à peu près la même. C'est-à-dire que vous choisissiez might ou could dans une phrase,
pour parler d'une probabilité, ça sera à peu près la même chose. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Donc avec might, on est dans de l'imaginable, de l'incertain, mais on peut imaginer que ça soit vrai. Donc on est à peu près au même niveau, même si je l'ai mis après. Donc vous pouvez très bien dire en reprenant le même exemple, it might be true. Ensuite, on a might, mais avec sa version au présent, donc may. Là, on est plus dans du 60-70%. Allez, 70%, on tend même vers le 80% parce que ça commence à être de plus en plus probable. Donc forcément, la version au présent de might va être plus forte, c'est pour ça. Donc là, vous pouvez très bien dire it may be true. Au-dessus de may, on retrouve le modal will, le fameux will. Mais là, attention, ce n'est pas forcément pour parler du futur qu'on va le retrouver dans ce contexte-là. Évidemment, on le retrouve surtout pour parler du futur, mais pas nécessairement. Ça peut être pour un contexte totalement présent et pas forcément pour vous projeter dans le futur. Donc en reprenant la phrase it will be true, et vous voyez bien que si on utilise ce genre de phrase, c'est difficile d'utiliser ça pour parler du futur. Donc avec will, là vous avez une très forte certitude quand même que l'événement est arrivé ou arrive. Au-dessus de will, vous avez le should. Donc should, c'est la version prétérite de shall. Là vous êtes quasi certain. Selon les contextes, will sera devant le should. Mais voilà, des fois les échelles comme ça, c'est pas forcément évident parce que ça va dépendre en fait du contexte. Et comme vous avez vu avec le prétérite, voilà, ça dépend l'intensité qu'on veut donner à la chose. Peut-être que ce serait même plus sage de mettre should avant le will pour aller vers le plus haut. Mais bon, je vous l'ai mis à cet endroit-là, après c'est à vous de voir comment l'utiliser. Donc le should, on est quasi certain, donc il y a quand même une très forte certitude aussi de la chose. Donc vous pouvez très bien dire it should be true. Et tout en haut, nous avons le must. Donc de nouveau, on voit que le must a une connotation très forte, même dans les modos à fonctionnement épistémique. Parce que quand vous utilisez must, c'est que vraiment là vous êtes à 95-98% sûr que c'est arrivé, ça va arriver ou c'est en train d'arriver. L'événement est très probable. Donc vous pouvez très bien dire it must be true. Donc voilà à peu près pour l'échelle dont je vous ai parlé. J'ai essayé de vous mettre des pourcentages au fur et à mesure pour que vous voyez à peu près où on se situe aussi. Il est important de savoir avec les modos à fonctionnement épistémique que les versions au prétérite de ces modos ne renvoient jamais au passé. Vous allez voir, il y a d'autres façons de le faire, mais quand vous utilisez le modal tout seul en fait et qu'il a une forme prétérite, jamais ça ne renvoie au passé. C'est toujours du conditionnel. Donc quand vous allez le traduire, il va falloir faire attention de ne pas le traduire par exemple à l'imparfait ou au passé simple, mais plutôt avec du conditionnel. Maintenant, je vous ai fait une petite liste en fait de choses assez importantes à retenir où il faut faire justement attention selon les contextes, selon les modos. Donc, premièrement, le can à la forme affirmative, le would et le shall, vous ne les retrouvez pas dans tout ce qui est modalité épistémique. On les a vus dans les modos radicaux, mais ces trois-là, vous ne les retrouverez pas dans la modalité épistémique. Comme je vous l'ai dit déjà précédemment, might et could sont très proches à la forme affirmative. On va dire qu'ils veulent dire la même chose. Franchement, vous prenez pas la tête que vous utilisiez l'un ou l'autre dans la modalité épistémique, comme d'ailleurs dans la modalité radicale, c'est pareil. Par contre, ce n'est pas la même chose quand vous l'utilisez à la forme négative. Regardez, si vous dites The river might not overflow, ça signifie il se pourrait que la rivière ne déborde pas. Mais si vous dites The river couldn't overflow, là vous voulez dire il n'est pas possible que la rivière déborde. Vous voyez le degré comme il est différent et on se situe pas au même niveau. Troisièmement, may dans la modalité épistémique peut aussi aider à parler d'une concession. Je m'explique. Si je vous dis la phrase He may be rich, but he is unbearable, vous allez le traduire par il est peut-être riche, il est insupportable. D'ailleurs, ce genre de phrase, vous pouvez toujours les étoffer un peu en français parce qu'on le dit rarement comme ça. On le dit rarement de manière aussi neutre. Là, c'est vraiment pour vous montrer la traduction très littérale, mais généralement, on va étoffer un peu en français et vous allez plutôt dire il a beau être riche, il en est pas moins insupportable. Voilà, ce genre de choses, ce genre de formulation, quoi. Quatrièmement, et toujours avec may, si vous avez may avec votre sujet et le verbe, cette formulation va vous permettre de parler d'un souhait. Et pour ce faire, je vous ai mis un extrait d'une série, quelque chose qui est dit dans une série en particulier et qui est répété très souvent. C'est vraiment une phrase très typique de la série et qui est Donc pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas la série, et je vous la recommande parce qu'elle est très bien, c'est un extrait qui vient de la série The 100 et non pas The 100. Voilà, donc si jamais la série vous intéresse, je vous la recommande bien évidemment, mais là c'était vraiment pour parler de la phrase en elle-même. Vous pouvez très bien retrouver may dans ce genre de construction syntaxique. Ensuite, je voulais revenir sur le will et le must, parce que le will, je vous l'ai mis avant le must, mais il est vrai que dans pas mal de contextes, il va être plus fort que must.
Tout dépend de ce que vous allez vouloir dire, mais c'est vrai qu'au-delà de must, vous allez quand même avoir will qui va être très fort aussi. En fait, ça va dépendre vraiment de quoi vous voulez parler. Autre information, comme vous le savez, must, il n'a pas de prétérit, donc pas de surprise, c'est comme pour la fonction radicale, il n'a pas de prétérit, toujours pas. Et dernière information par rapport à cette petite liste, en fait, le can't ou le can't, c'est la version opposée du must en fait. C'est-à-dire que sur l'échelle, donc vous avez le must qui est en haut, on va dire avec le will, mais si vous utilisez must à la forme affirmative, à la forme négative, vous allez plutôt utiliser le can't. Même si la forme négative existe pour le must, on est d'accord, on l'a vu pour le fonctionnement radical, vous avez mustn't, ça existe totalement. Seulement le mustn't, vous allez plutôt le retrouver dans l'anglais américain. Après, c'est toujours pareil, même si je vous dis que l'un est plus utilisé dans un anglais qu'un autre, ça veut pas dire que dans le pays en question, vous n'allez jamais entendre l'autre. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème, parce que, par exemple, un pays comme les États-Unis, c'est tellement grand, il y a tellement d'états, tellement d'accents différents, tellement de façons de parler qui sont aussi très différentes, avec de l'argot, c'est plutôt des tendances, c'est-à-dire que en majorité, vous allez plutôt entendre l'un ou l'autre, mais attention, vous pouvez très bien entendre l'autre version aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, pour la modalité épistémique, je voulais vous parler de son renvoi au passé, parce que c'est possible, évidemment, et de son renvoi au futur. Donc, premièrement, nous allons parler de son renvoi au passé. Si vous voulez vous exprimer au passé avec ces modaux épistémiques, ce qui est totalement possible, vous allez du coup retrouver votre sujet, votre modal, avec du present perfect, donc le have plus le verbe au participe passé. Donc pour reprendre la même phrase que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien dire « It might have been true » par exemple. Et ça peut être avec n'importe quel modal, on est bien d'accord. Vous pouvez retrouver cette version que je vous ai donnée, plus du BNG également. Et en fait, le BNG, là, il aura vraiment sa valeur de base, en fait, c'est-à-dire d'action en cours. Donc quand vous allez le rajouter au Present Perfect, c'est encore différent de ce qu'on a vu il y a maintenant un sacré bout de temps sur le Present Perfect BNG. Là, pour le coup, il a vraiment sa valeur de en cours. Ce sera pas comme le Present Perfect BNG, où ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, c'est le cas. Si vous le rajoutez, vous allez rajouter cette valeur de en cours. Parce qu'en fait, dites-vous simplement que la formulation modal plus present perfect, c'est comme si en réalité vous aviez un prétérit. Donc logique qu'avec le BNG, ça soit pour parler de quelque chose qui était en cours dans le passé. Voyez plutôt ça comme un prétérit BNG, plutôt comme un present perfect BNG. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire « You must have been daydreaming ». Donc là, je dis à quelqu'un typiquement « tu devais rêvasser » ou « tu devais être en train de rêvasser » si vous voulez vraiment accentuer le truc de « en cours », voilà tout ça. Deuxièmement, pour parler d'un renvoi à l'avenir, vous allez retrouver votre modal plus un verbe, voilà tout simplement. Ou vous allez aussi pouvoir le retrouver comme ça, plus du BNG aussi. Donc la version simple, vous allez pouvoir dire It may rain this afternoon. Et avec la version BNG, I may be swimming tomorrow morning. Donc en fait vous allez me dire mais oui mais du coup c'est quoi la différence avec ce qu'on a vu avant? Comment on sait qu'on renvoie l'avenir? Tout simplement grâce aux indicateurs temporels. Donc comme dans les deux exemples que je vous ai donnés, this afternoon ou tomorrow morning. C'est grâce à ça que vous allez savoir si vous vous projetez ou pas. Et ne vous inquiétez pas, quand vous avez juste le modal et le verbe et que vous ajoutez cet indicateur, on sait très bien que c'est pour de l'avenir et pas pour du passé parce que comme vous l'avez vu il y a genre 2 minutes, parler de la modalité épistémique au passé, il faut une autre formulation qui se couple avec du present perfect, ce qui n'est pas le cas pour le futur. Donc pour le futur, vous avez simplement besoin de mettre un indicateur temporel qui vous projette dans l'événement qui va se dérouler. Bien évidemment, avec le BNG ici aussi, il y a cette valeur de en cours, même pour le futur. C'est-à-dire que c'est très correct, si vous traduisez la deuxième phrase en français, de dire « je serai en train de nager ». Je voulais vous mettre en garde par rapport à quelque chose, c'est par rapport au must. Il peut renvoyer à l'avenir, ça arrive, même si c'est pas très fréquent, mais il va falloir absolument que ce soit avec des verbes d'action. Vous pouvez pas le retrouver avec n'importe quel verbe. Et il sera très souvent accompagné d'adverbes tels que certainly, probably, surely, ce genre de choses. Donc par exemple, vous pourriez très bien dire They must surely flying tomorrow. Et là, ça signifiera ils doivent certainement prendre l'avion demain. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier épisode sur les modaux. Voilà, on a fini en beauté avec les modaux épistémiques. Comme vous le voyez, ça nous a pris juste une vidéo pour parler des modaux à fonction, en tout cas épistémique. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à dire et tout simplement parce que c'est un peu plus simple finalement à expliquer que pour les modaux radicaux où là vous avez plusieurs sous-catégories. On peut le retrouver pour différents types de phrases, de contextes. Donc forcément c'était plus long pour les modaux radicaux où ça nous a pris 4 vidéos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est méga giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!